Le football tel qu'on l'entend aujourd'hui naît véritablement au cours du 19e siècle en Grande-Bretagne. La société victorienne, soucieuse d'une déliquescence morale de la nation, croit trouver dans le sport le salut de l'Empire et tout particulièrement dans le football, qui par ses qualités constituerait la quintessence des valeurs britanniques. C'est ainsi que les élèves des public schools, que l'on traduit avec un certain sens du contre-pied de ce côté-ci de la Manche par école privée, sont encouragés à taper dans le ballon. Mais à l'époque, à chaque école, ses règles. Les écoles disposant de terrains boueux favorisent un jeu physique presque violent et avec des chutes au sol. On n'est pas très loin du rugby. Alors que les écoles au terrain plus sec et donc plus dur mettent l'accent sur l'esquive. Et ça, c'est l'invention du dribbling game. C'est une première étape dans la définition du jeu. Le dribble devient la valeur clé du football. On valorise l'exploit individuel. En découle l'idée que défendre et effectuer une passe ne sont que des aspects mineurs du jeu en lui-même. Les joueurs sont tous ou presque des attaquants, des conquérants. La passe est bonne pour les lâches, le dribbling game est un sport qui ne pense que vers l'avant, c'est un sport d'individualité. Quelques années plus tard, le Sheffield College crée le Sheffield Club, plus vieux club encore en activité. Mais l'année charnière est celle de 1863, celle de la naissance de la FA, qui adopte dans la foulée les premières lois du football. On interdit définitivement l'utilisation de la main, les passes vers l'avant, mais aussi et surtout le recours au coup de pied. Et oui. C'est aussi l'année de la première partie de football jouée en France au Bois de Boulogne et relatée par un journaliste écossais un brin amusé par notre étonnement de Gaulois. De là, les choses s'emballent. L'année 1867 donne le jour à Glasgow aux Écossais de Queen's Park, qui envisageaient même de se baptiser les Celts. Plus ancien club non anglais au monde, il joue d'ailleurs encore aujourd'hui et évolue en D2 écossaise. Ça fait du beau monde à Glasgow. Ce n'est qu'en 1870 que le poste de gardien se retrouve sur toutes les feuilles de match. Et pour l'anecdote, ce ne sera qu'en 1912 qu'on lui interdira de dribbler tel un basketteur jusqu'à la moitié de terrain. Jusqu'ici, la formation d'une équipe ressemble à 2 ou 3 arrières pour 9 ou 8 attaquants. Mais au nord du Royaume-Uni, les choses commencent à bouger, et tout particulièrement grâce à Sheffield que l'on évoquait plus tôt. Peu après sa création, et donc avant les règles que la FA allait adopter, Sheffield propose ses propres normes en 1862, dont une règle permettant la passe vers l'avant. Ce sont les balbutiements du kick and rush. L'Angleterre se passionne pour le football, les foules comme les talents se pressent autour et sur les pelouses, et c'est avec assurance qu'elle aborde la première rencontre internationale de l'histoire face à l'Écosse, qui à défaut d'avoir vu naître sa propre fédération est représentée par Queen's Park. Les Anglais sont plus forts individuellement, plus athlétiques, plus lourds que les Écossais. On promet une déculottée aux voisins du Nord. Et pourtant, Queen's Park étouffe toutes les qualités de l'Angleterre, en jouant un jeu de passe à faire tourner en bourrique. C'est un match nul. Mais ce qui marque alors les esprits, ce n'est pas le score, mais la réalisation que le jeu de passe pointe sa supériorité sur la charge individuelle. Le United Action fait du collectif le cœur de la tactique. Comme Sheffield Club, Queen's Park a longtemps joué avec ses propres règles sur le hors-jeu et donc sur la passe. Et du fait de son isolement tout au nord, il lui était difficile de trouver des adversaires. L'équipe a donc travaillé la passe année après année en interne, préservé des influences des équipes du sud de l'Angleterre. On enchaîne les passes courtes, on se faufile entre les lignes à la façon d'un tissage de motifs, c'est le pattern weaving. C'est en 1883 que le football du Nord triomphe avec son jeu de passe. Blackburn propose un joli jeu de combinaison et remporte la FA Cup. Autre innovation, le système dit de pyramide. Preston North End, club anglais, fort d'un important contingent de joueurs écossais, se lance dans un schéma en 2-3-5. Il décroche le titre 2 années de suite, de 87 à 88. Ainsi, les premières années du championnat d'Angleterre sont dominées par des équipes telles que Preston, à l'effectif aux teintes fortement écossaises, tant par la nationalité des joueurs que par la conversion à la combinaison. La sélection anglaise se convertit au 2-3-5 dès 1884. Et l'Écosse lui emboîte le pas peu après, en 1887, rechignant jusque-là à adopter une tactique perçue comme anglaise. C'est le début de 30 ans de règne de la pyramide. Et pourtant, jusque dans les années 20, la controverse principale qui animera le football britannique ne portera pas sur les schémas, mais sur l'opposition entre combinaison et kick and rush.